Bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir chez nous et chez lui notre collègue Charles Spence, que je vais quand même présenter, mais juste en quelques mots, parce que je pense que tout le monde ici le connaît. Charles, c'est professeur à l'ISP depuis 2018. Il est responsable du CFISES. Son domaine de spécialisation, c'est la philosophie de la biologie et plus particulièrement l'histoire et la philosophie de la théorie de l'évolution. Et il a publié 2 ouvrages récemment, un ouvrage intitulé The Rise of Chance in Evolutionary Theory et un second ouvrage en 2021, enfin c'est tout dans l'ordre inverse, The Causal Structure of Natural Selection, Cambridge University Press. Et donc, il s'intéresse aussi au lien entre sa discipline et les humanités numériques, c'est ça? Oui, mais c'est pas de cela qu'il va nous parler aujourd'hui. Ah, on peut, effectivement. Oui. D'accord. Alors, un volet numérique. D'accord, il y aura un volet numérique. Et donc, le titre de sa conférence est la crise de la biodiversité, enjeux épistémologiques. Voilà, Charles, je te cède le siège et la parole. Excellent, merci. Alors oui, un tout grand merci pour l'invitation, un tout grand merci à tout le monde d'être là dedans en distanciel et d'être ici en présentiel. Bien, oui. Donc ce soir, il s'agit d'une présentation d'un nouveau projet. Donc c'est un projet FNRS PDR qui vient de commencer, qui va durer 4 ans. Donc c'était une très très belle opportunité. Bien. Donc c'est l'opportunité d'un côté, c'est l'opportunité de réunir 2 de mes intérêts. Donc d'un côté les humanités numériques dont je vais parler bientôt, appliquées à des enjeux vraiment pratiques, des enjeux avec un volet éthique sociétal. J'aimerais au moins trouver des moyens pour mieux élucider pour mon projet. Donc alors juste c'est bien là. OK. Alors chaque fois que je parle de ce sujet, je commence normalement avec quelques chiffres juste pour encadrer un peu de quoi s'agit-il. S'agit-il pour la perte de la biodiversité? Il y a plein de manières d'introduire le problème. Tout d'abord, je veux souligner, c'est pas quelque chose forcément de nouveau, c'est pas quelque chose qui vient même de la révolution industrielle. En fait, ça date dans un certain sens de beaucoup plus avant. Donc ici, on peut, je vais pas tout expliquer, mais en termes d'action humaine directe, c'est ici une étude de Martin il y a déjà 30 ans, autour de la disparition des grands mammifères dans les différentes régions du monde. Et ce qu'on voit, c'est déjà il y a millions d'années, les êtres humains ont commencé à réduire le nombre d'espèces des grands mammifères en Afrique, en Australie. On est venu quelque chose comme il y a 30-40 000 ans, et on a écrasé toutes les espèces des grands mammifères. Donc c'est intéressant de tout simplement de le dire afin de souligner l'idée que il n'y a jamais été un état totalement avant les êtres humains, sauf vraiment avant l'évolution de l'espèce humaine. Il ne s'agit pas de juste revenir à un état pré-moderne ou quelque chose comme ça. Ce genre de changement biologique dure beaucoup plus longtemps. En termes des impacts contemporains, on peut parler, par exemple, j'ai quelques études scientifiques ici avec des citations en anglais, mes excuses, j'ai pas eu l'opportunité de traduire tout, mais en termes de perte des insectes, ici on parle de la biomasse, donc on parle de vraiment la quantité, la proie des insectes dans un domaine. C'était en Europe en fait, et donc on a vu une perte de 82%
de cette masse des insectes pendant. Il s'agit ici d'une étude de 27 ans, donc il y a vraiment une étude longitudinale. Et bien évidemment, 82%, c'est pas minime. Hein. On peut discuter un peu les méthodes, si la biomasse c'est vraiment la chose qui importe. On revient vers ce genre de questionnement après. Qu'est-ce que ça veut dire la biodiversité? Mais pour l'instant, au moins, c'est un changement assez frappant. Même chose autour de la perte de l'habitat. Donc ici, il y a un modèle. On parle pas même de la perte de l'habitat qui est prévu selon, par exemple, les impacts du changement climatique ou quelque chose comme ça. On parle ici, c'est une étude qui a essayé de décrire l'impact des changements qu'on a déjà faits. Donc, c'est-à-dire, par exemple, en Amazonie, on a déjà fait des impacts sur l'habitat naturel. Et on peut calculer, on peut modéliser ici. L'idée, c'est que plus que 80% des extinctions qui viennent déjà de nos actes faits, accomplis dans le passé, n'ont pas encore eu lieu. Donc, on a vu qu'une très, très petite partie des extinctions qui sont déjà engagées, pour ainsi dire. Donc oui, c'est un peu frappant. On peut l'exprimer aussi en termes de taux d'extinction. C'est hautement difficile à estimer c'est quoi le taux d'extinction normal, disons, avant les impacts humains. Mais sans doute ici, on vit maintenant un taux d'extinction environ 1000 fois plus haut qu'avant. Et tout ça, j'ai jamais même parlé du changement climatique. Donc, si l'on passe vers les impacts potentiels du changement climatique, ici, il y a une étude qui a essayé de voir où, selon la distribution des états climatiques, la distribution des paramètres de climat, d'habitat, etc., où vont être les ranges de toutes les espèces qui existent dans le monde maintenant. Et ils ont prédit que effectivement environ 86% des espèces, ici c'est juste des reptiles, mais 86% des espèces vont avoir à vivre dans des plus petits ranges, et environ 12% sont prédits d'être totalement hors leur range ancien, c'est-à-dire ils doivent soit migrer ou périr parce que ils n'auront plus ils n'auront plus les caractéristiques climatiques dans le range actuel pour continuer à exister. Ça a été étendu par une autre étude. Ici, on le voit chez beaucoup de différents groupes biologiques. Je vais juste résumer très brièvement. Chez les oiseaux, ils ont calculé, c'est un mot assez difficile à traduire, mais le resilience de beaucoup de différents groupes biologiques. Ils ont vu effectivement que parmi, par exemple, les oiseaux, il y a entre 24 et 50% des espèces qui ont été appelées très vulnérables. Chez les amphibiens, entre 22 et 44, et corail entre 15 et 32. Donc, il y a plein d'espèces vraiment menacées par ces changements des conditions climatiques. Pour être honnête, et parce qu'il est un collègue et je lui ai connu depuis longtemps, Doug Irwin au Smithsonian Institution aux États-Unis a au moins lancé un peu de scepticisme, pas autour des dégâts que les humains font sur l'environnement, mais autour de l'idée qu'on vit effectivement une 6e extinction de masse. C'est quelque chose dont on parle assez souvent, qu'on est en train d'expérimenter, de vivre une 6e extinction de masse. Et pour lui, c'est un peu douteuse cette idée. C'est-à-dire pas qu'on n'a pas vraiment changé l'environnement parce qu'on l'a fait, pas qu'on a causé beaucoup d'extinctions parce qu'on l'a fait, mais qu'on a sous-estimé en quoi consiste vraiment une extinction de masse.
Et donc on va peut-être un peu trop vite d'appeler ce qu'on vit maintenant une extinction de masse, ou par exemple 95% des espèces disparaissent. Ça c'est quelque chose de bon. Ça va être vraiment catastrophique dans une manière qu'on ne voit pas encore. Peut-être on va dépasser un point de bascule. Ok, ça pourrait arriver. Hein, on en parle de ça chez le changement climatique en particulier. Mais pour l'instant, on voit pas ce niveau de changement. Alors juste tout ça pour encadrer un peu la discussion, pour vous donner un peu l'idée de l'ampleur de ce qu'on va discuter. Si l'on veut alors comprendre ce qui se passe, si l'on veut comprendre, mesurer, réagir à cette crise, il y a bien évidemment une question philosophique, classique, philosophie de la science. Qu'est-ce que la biodiversité, effectivement? Et quelque chose qui est parfois surprenant aux personnes qui n'ont pas suivi l'histoire de la biologie, c'est un concept assez récent. Donc même la reconnaissance de la disparition des espèces date des années 60 et 70, donc la protection des espèces, toute la législation autour de la protection des espèces en danger. En premier les États-Unis en 66, la Belgique suit en 73, la France en 76. Donc c'est assez récent, même la reconnaissance qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Pour le concept en général, il y avait un premier congrès, the National Forum on Biodiversity, avec ce D majuscule, c'est vraiment années 90, années 80, années 90. Donc, mais ça c'était la première fois que le concept a même été utilisé. 88, le compte rendu de ce congrès Biodiversity, maintenant comme on l'appelle maintenant, édité par E.O. Wilson, un des premiers biologistes américains de l'époque. Il est mort il y a juste quelque chose comme ça. Et puis ça a vraiment été lancé par les accords de Rio au début des années 90. Donc c'est là où l'ONU a promu cette idée en tant qu'un cadre pour pouvoir bien gérer nos ressources naturelles. Mais en quoi ça consiste? C'est toujours problématique parce qu'on a le sentiment qu'on reconnaît tous en quoi consiste la biodiversité. Donc, si on se demande aux biologistes, qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien, on sait, les récifs corail, on trouve la biodiversité dans les forêts comme l'Amazonie. Très, très souvent, on parle des espèces charismatiques, comme on les appelle en biologie, le panda c'est le logo de plein de différentes organisations autour de la protection des espèces, ou les rhinocéros qui ont vrai risque de disparition. Ça pose déjà un problème assez sérieux pour la biodiversité ou pour la gestion de la biodiversité. C'est qu'il faut dépasser certainement un concept qui est axé sur des espèces individuelles. Parce qu'on s'est préoccupé pas seulement de protéger les pandas, mais de protéger des écosystèmes. Et les écosystèmes comprennent beaucoup plus que des espèces isolées. Il y a, pour prendre le vocabulaire des biologistes, il y a des services, des processus qu'il faut défendre. Donc, il s'agit des différentes transformations de carbone, d'azote, etc., de ces différentes ressources chimiques dans l'environnement, de ces différentes réseaux de nourriture, etc., entre ces différentes espèces. Donc, c'est pas même protéger le panda, ça ne sert pas forcément à protéger ce qu'on veut cibler en introduisant le concept de la biodiversité.
Mais en même temps, il faut pas se pencher trop dans l'autre direction, c'est-à-dire que si l'on remplace un concept étroit de la biodiversité par quelque chose comme la vie en général ou la biologie, on n'aura absolument aucun levier pour agir. Ça ne donne rien de protégé. C'est tout simplement trop vaste et beaucoup trop complexe. Donc il faut trouver le bon équilibre entre un concept qui est trop étroit et qui est trop large. Aussi, c'est un constat qu'on peut voir après juste lisons 3-4 articles biologiques. C'est certain que la biodiversité est mesurée dans beaucoup de façons très très différentes chez différents domaines de la biologie. Donc certains je vais en dire beaucoup plus dans quelques slides, mais ça nous a donné une sorte de chasse aux indicateurs de la biodiversité. Quels sont les indices, les manières de rendre ce concept empiriquement mesurable? Et il y en a plein. Il y en a plein dans la littérature biologique. Ça nous donne tout de suite une autre question, totalement aussi classique chez la philosophie des sciences. Donc, est-ce qu'il s'agit alors d'une seule propriété dans chaque système biologique? Donc, il y a une chose qu'on mesure et on le mesure dans des différentes façons. Ou est-ce que, en fait, il y a tout simplement une collection de propriétés? Et on les appelle biodiversité parce que c'est plus facile pour nous comprendre entre nous, ok. Mais en fait, on parle des propriétés différentes chez les différents systèmes biologiques. Bon, je vais creuser tous les deux maintenant. Donc, l'indicateur le plus commun, c'est la richesse spécifique. Donc, en général, c'est environ le nombre d'espèces qu'on trouve dans une zone de protection. Mais ça ne pourrait pas être seulement le nombre d'espèces parce qu'il faut rajouter d'autres informations phylogénétiques pour préserver une véritable diversité. Donc, pour le dire simplement, ça vaut mieux de préserver 3 espèces assez différentes plutôt que 3 espèces de fourmis ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, de rajouter cette distance phylogénétique, mais pour capter quelque chose, on a en tête diversité. Donc, oui, il faut préserver des formes différentes. Donc, il y a déjà des choix. C'est ça qu'il faut dire. Il y a déjà des choix à faire, même pour cet indicateur qui est le plus simple et le plus communément admis. C'est déjà pas facile du tout de vraiment exprimer qu'est-ce que ça veut dire la richesse spécifique. Il y a aussi d'autres indicateurs qui existent. On peut parler peut-être de la diversité des traits ou des caractéristiques. Donc peut-être ce qu'on veut préserver, c'est la diversité de la vie, mais maintenant on parle il y a plein de différentes manières, différentes résolutions aux problèmes posés par l'environnement, et donc on veut préserver, toutes ces différentes adaptations qui ont été créées au fil du temps. Donc une diversité des traits, des caractéristiques biologiques. Peut-être on peut parler de la structure des communautés biologiques, ou la structure des différentes relations entre les différentes espèces. On peut considérer tout ça en termes plus écologiques, c'est-à-dire peut-être on veut préserver la diversité la capacité d'un écosystème de remplir chaque rôle écologique. Donc peut-être on peut recadrer cette discussion de diversité en termes de rôle. Ce qui a été étudié pendant longtemps chez l'écologie. Même autre façon de dire, dans certains sens, la même chose, mais la diversité des niches écologiques, c'est parfois la manière d'exprimer une sorte de diversité chez les écologistes, ou même la diversité génétique. Donc maintenant qu'on peut faire les séquences d'ADN de toute et n'importe quelle espèce, on peut
totalement quantifier en quoi consiste une sorte de diversité génétique. Et donc, on peut essayer de maximiser cette quantification de diversité. Et bien évidemment, donc, pour montrer un lien avec un problème classique et totalement insoluble de la philosophie des sciences, ça lève la question du pluralisme scientifique. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des différents concepts de la biodiversité ou seulement différentes manières de mesurer le même concept? Et ça, oui, ça nous amène tout de suite. Je vais pas en discuter beaucoup plus. Je peux le faire pendant notre discussion d'après, si vous voulez. Mais ça nous amène tout de suite à toute cette littérature autour de la question du pluralisme scientifique. Bien évidemment, il y a des avantages de pouvoir dire que on a en effet un seul concept et des différentes mesures, mais on doit voir si cette inférence est vraiment soutenue par la pratique des biologistes. On peut aussi néanmoins rester totalement pessimiste autour de la question de ce concept de la biodiversité, et c'est ce qu'a fait Sotra Sarkar ici, qui a essentiellement défendu la position que, la biodiversité, c'est juste le nom que les biologistes de la conservation donnent à ce qu'ils veulent protéger. Peu importe. C'est pas même une vraie propriété des systèmes. C'est juste c'est une façon de parler de notre pratique scientifique. Et c'est l'approche, principe déflationniste. Pour moi, c'est assez pessimiste. J'aimerais trouver quelque chose au-dessus de ces pratiques biologiques, en plus que l'envie de pouvoir en parler avec les autres. Mais peut-être ça va être justifié, enfin, ce genre de discussion. Enfin, juste pour tirer une conclusion très vite, et on peut en parler beaucoup plus pendant la discussion si on le veut. Une leçon qu'on a tirée de beaucoup des différents exemples où on a trouvé exactement cette structure des concepts, des problématiques avec pluralisme ou pas, comment est-ce qu'on a mesuré ça, etc., etc. Normalement, et là, je vais montrer quelques données après pour essayer de soutenir cette conclusion ici, mais on tire souvent la leçon que, effectivement, on a laissé une place ici pour les valeurs éthiques d'entrée. Parce que dès qu'on est dans une situation où la science ne donne pas seulement une manière de définir ce concept. La science ne donne pas une manière de mesurer le concept. Donc, effectivement, il faut résoudre ce problème de sous-détermination dans une manière ou une autre. Et souvent, selon l'argument de plusieurs philosophes de la science ces dernières 30 années, quelque chose comme ça, ce qui entre dans cette vide, c'est les jugements de valeur éthique et sociale. Et c'est d'autant plus quand on parle d'un concept comme la biodiversité qui a toujours été, a toujours été vraiment politique, vraiment construit pour interagir avec le monde, interagir avec des gouvernements, interagir avec le monde d'affaires. C'est comme ça que les scientifiques même ont toujours considéré ce concept. Alors, c'est beaucoup plus complexe que prévu. Mes étudiants en ont marre d'entendre cette phrase pendant mes cours. Mais ok, que devons-nous faire maintenant? Quoi faire avec? Donc pour moi c'est bon. Bien évidemment, il y a plein de manières pour façonner une réponse à ce genre d'incertitudes conceptuelles, de questions de pluralisme scientifique, etc., etc. Pour nous, dans ce projet PDR, donc maintenant je suis arrivé au projet. Ce projet a deux axes. Et donc d'un côté, on va se demander donc quel concept de la biodiversité et de la taxinomie
sont utilisés dans les différents domaines de la biologie. Et donc, juste pour faire une petite pause autour de cette question de taxinomie aussi, si l'on parle de richesse spécifique ou de l'information phylogénétique qu'il faut rajouter à ces genres de discussions, de quantifier, de mesurer la biodiversité, bien évidemment, ça dépend directement de nos concepts en quoi consiste une espèce. En quoi consistent les autres groupes, un genre, en famille, etc., les ordres, etc., etc. Si vous avez jamais entendu le moindre mot de la philosophie de la biologie, vous avez sans doute entendu dire que exactement cette question n'a jamais été résolue chez les biologistes et les philosophes de la biologie. Donc, en quoi consiste une espèce? Tous les 3, 4, 5 ans, tous les biologistes, tous les systématistes, taxonomistes se rencontrent, ils font congrès, ils publient un livre, et le livre dit chaque fois, ben oui, il y en a plein, il y a une dizaine de concepts, on ne sait pas quoi faire avec, il faut tout simplement être vraiment clair avant de publier un article, il faut dire explicitement quel concept je vais utiliser dans le contexte de mes recherches, etc., etc. Mais ils écrivent le même livre. Tous les 5 ans, il y a toujours au moins le même nombre de concepts, parfois plus. Mais c'est un conflit qui date des années 60, des années 70, au niveau vraiment avec beaucoup de force entre les biologistes. Au niveau conceptuel, ça date des débuts de la biologie. Donc, il faut aussi tracer pas seulement les concepts de la biodiversité, mais aussi les concepts de la taxinomie. Et puis, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, comment cette connaissance scientifique est-elle utilisée? On parle de la biodiversité, donc je viens de le dire, on part d'un concept qui part de la communauté scientifique, qui va au monde d'affaires, qui va aux ONG, qui va au gouvernement, qui va l'UE, l'ONU, tous ces différents contextes, pas scientifiques du tout. Donc, une façon que dont j'ai introduit cet aspect de la question. En 2022, en Europe, si on réunit 10 personnes autour d'une table, peu importe s'il s'agit des grands projets d'immeubles ou quelque chose comme ça, ce qu'on peut imaginer sont les pires pour la biodiversité de notre monde aujourd'hui. Tout le monde va dire qu'ils sont vraiment engagés pour protéger la biodiversité. Tout le monde va le dire. Et donc, c'est presque certain que chaque personne a quelque chose de différent en tête. Donc, et c'est exactement parce que ce concept a vraiment pris une vie indépendante dans le monde, au grand public, dans le monde d'affaires, dans le monde gouvernemental. Donc, pour moi, il faut vraiment tracer, il faut comprendre cette circulation des connaissances hors de cette communauté strictement dit scientifique. Ok, premier axe, avec des humanités numériques, et donc ça va être un projet dans le cadre de ce qu'on a fait dans mon ancien projet, un projet MIS, de lancer notre nouveau système d'analyse numérique. On veut cartographier l'utilisation de la biodiversité et de ces autres concepts de la taxinomie dans la biologie. Et c'est posé dans le sens de tester les différentes hypothèses. Et donc on va essayer. En fait, je vais aller à Louvain demain pour prendre quelques milliers d'articles d'un postdoc. On va essayer de tester ces différentes hypothèses autour de la littérature dans la taxinomie et la biodiversité, la biologie de la conservation. Donc, est-ce que ces concepts de la biodiversité, de la taxinomie varient selon les différentes méthodologies utilisées? Donc, une méthodologie plus moléculaire, une méthodologie plus dite classique. La professionnalisation des chercheurs, vous savez peut-être, la taxinomie, c'est un des seuls endroits dans la science où on peut toujours vraiment contribuer à la science en pratique en tant qu'amateur.
je viens de me rendre compte d'un exemple en travaillant avec un autre groupe en Flandre, mais effectivement, il y a plein de, apparemment c'est un loisir assez répandu en Belgique de faire de la taxinomie des orchidées. Il y a plein des amateurs d'orchidées et ils contribuent à la littérature scientifique. Ils créent des nouvelles espèces tous les jours. Donc c'est des vraies contributions scientifiques. Est-ce que ces différents concepts varient selon les espèces étudiées, les différents groupes biologiques, selon l'importance humaine qu'on donne à ces différentes espèces? Donc peut-être on verra plus ou moins d'importance selon le rôle qu'une espèce joue dans notre société. La région du monde, les différents concepts taxonomiques utilisés, en particulier, ce serait chouette, je ne sais pas si ça va être possible ou pas, mais de pouvoir déceler s'il y a un changement des concepts de la biodiversité selon les concepts d'espèces. On ne sait pas. J'ai une analyse première, désolé, je trouve toujours les fautes de frappe après. Quand il s'agit d'une présentation bilingue, les différents correcteurs de grammaire ne fonctionnent jamais proprement. Donc, peut-on trouver des différences? J'ai fait une petite tentative de voir si l'on peut trouver des différences systématiques entre les articles qui mentionnent la biodiversité et ceux qui ne la mentionnent pas. C'est dans la revue Conservation Biology pendant les années des années 90 jusqu'à maintenant. Et quelques-unes. Donc, on voit ici une manière de voir l'utilisation des mots différents dans les différentes classes de papier. Donc, les points en bleu sont les articles qui mentionnent la biodiversité, les points en rouge non. On aimerait voir une meilleure séparation entre les points bleus et les points rouges. Bien évidemment, c'est pas si différent que ça. Mais c'est pas totalement les mêmes motifs d'utilisation de langage. Mieux de creuser un peu dans les mots en particulier. Les articles avec biodiversité, ils ont tendance à utiliser ce genre de mots qui ne sont pas utilisés par les articles, qui ne sont pas utilisés autant par les articles qui ne la mentionnent pas. Donc, espèces, zones, forêts, diversité, richesse, protégée, mais aussi des mots hautement politiques, développement politique, international. Donc, on voit vraiment, même dans la littérature scientifique, l'implication de ces différents concepts qui ne sont pas scientifiques ou pas strictement scientifiques, même plus visibles si on se demande quel mot de niveau probant statistiquement se trouve proche à biodiversité. Et donc, on se trouve, biointégrité, macroclimatique, mais distributif, bureaucratiquement, countdown, néolibéralisation, postmodernisme. J'ai absolument aucune idée de ce qu'il veut dire par postmodernisme. Ne me demande pas, je sais pas du tout. Mais manifeste. Donc, on voit, et ça, c'est qu'est-ce qui est significativement, donc statistiquement, utilisé proche à biodiversité plutôt que aux autres mots. Donc, on voit quelque chose de différent ici, et ils sont presque tous des mots avec des implications politiques, avec des implications sociétales. On peut faire une analyse géographique aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ce que j'ai fait ici, c'est de tirer chaque fois que quelqu'un a mentionné un endroit dans tous ces articles de Conservation Biology. Et c'est ça en rouge. Il y a plein de bruit dans ce diagramme, dans cette carte. Au moins, ce qu'on voit, tout ça aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est presque certain que on a mentionné ces endroits beaucoup plus que tout le reste du monde, parce que les universités se trouvent là, les revues sont publiées là.
Donc, il y a un biais qui est presque impossible à résoudre. Là, c'est quelque chose qu'il faut, travailler beaucoup plus. On peut pas tirer des conclusions significatives aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou même à l'Europe de l'Ouest, je crois. Mais au reste du monde, c'est parfois intéressant. Les zones en jaune sont les biodiversity hotspots. Et ce qui est intéressant pour moi là, ces hotspots sont le fruit d'un processus totalement différent. Ça, c'est un processus scientifique, mais aussi gouvernemental pour essayer de désigner où sont les endroits dans le monde où il faut cibler notre attention pour la protection de la biodiversité. Mais là, ils ont explicitement équilibré pas seulement les questions scientifiques, mais aussi des questions politiques, des questions de préservation en général. Donc, ils ont essayé, vous voyez, il y a plein d'océans là-dedans. Donc, ils ont essayé de protéger différents types de vie, pour ainsi dire. Et ce qui m'intéresse, c'est les endroits où on voit beaucoup de chevauchements entre les hotspots et la discussion dans la littérature, et les endroits où on voit beaucoup moins de chevauchements entre les deux. Donc, tout le monde aime le Brésil. Donc, c'est désigné, c'est là la forêt atlantique. C'est un forêt de très haute importance au sud du Brésil. C'est mentionné très souvent dans la littérature, et c'est un biodiversity hotspot. Donc tout le monde reconnaît l'importance, tout le monde veut protéger ce forêt-là. Par contre, c'est beaucoup différent au sud-est de l'Asie, où on trouve un très grand biodiversity hotspot. Un des plus importants, effectivement, c'est discuté souvent dans ces discussions de ces hotspots, et presque aucune mention dans la littérature. Peut-être il y a des artefacts de notre analyse. Je sais pas. J'ai pas eu l'opportunité de vraiment confirmer ce qu'on a fait ici. C'est vraiment des tentatives. Ouais. Je vais essayer de travailler avec. Le problème technique ici, juste pour dire s'il y a quelqu'un qui est intéressé par les problèmes techniques, le problème technique ici, c'est de passer d'une phrase, d'une petite pièce de texte qui décrit un endroit dans le monde à le format latitude-longitude d'une zone qui peut être digestée par l'ordinateur pour convertir en carte. C'est appelé geocoding. Donc de passer des textes à des coordonnées. Pas facile du tout. Et peut-être il y a un biais contre l'Asie, le sud-est de l'Asie. Je sais pas. Il faut confirmer. Mais au moins, c'est frappant. C'est frappant. Donc, juste ça pour indiquer les possibilités d'une analyse numérique dans ce premier axe du projet. Deuxième axe, et je suis un peu c'est un peu difficile parce que il peut pas être parmi nous parce qu'il est en congé parental. Mais mon étudiant doctoral, Max Bautista Pepignan, est en train de travailler sur exactement ce deuxième axe du projet. Donc comment il a bien spécifié parce que là il s'agit, ou pour moi, il y a plein de manières de voir cette circulation de connaissances scientifiques hors la communauté scientifique. Mais pour moi, il s'agit vraiment d'une question d'histoire de la science, ou d'histoire de la relation entre la science et la société. Et donc, il a spécifié son projet de thèse doctorat. Ça va être comment est-ce que le concept de la biodiversité a développé en Espagne entre les années 70 et aujourd'hui. Il y a beaucoup d'implications intéressantes là-dedans. Évidemment, les années 70, le mot biodiversité n'existait même pas. Donc, on voit la naissance de ce concept et son impact sur la pratique de la conservation, la protection des ressources naturelles. Pour l'instant, il s'agit de 3 études de cas. Donc, ça commence par l'ICONA, l'Institut national pour la conservation de la nature. Déjà une organisation intéressante, ça a été créé par le gouvernement de Franco
avec des ambitions de gérer les ressources naturelles pour assurer l'indépendance en termes de ressources de l'Espagne fasciste. Et donc il y a déjà une lourde implication politique dès le début de cette organisation. Qui a été au début envisagé comme ingénierie de la nature, mais à la fin ça a été fermé en 95 dans le cadre du développement par l'UE d'une approche biodiversité centrique à la gestion d'exactement ces mêmes ressources. Donc on voit le changement de cette approche avec plein des implications gouvernementales, des implications des pressions au niveau européen, mais aussi une sorte de ce qu'on espère trouver dans ces archives-là, c'est avec l'idée de rendre plus scientifique cette gestion et donc d'importer ces concepts scientifiques, d'importer à la place des concepts agricoles, à la place des concepts des ressources, pour le marché, disons, scientificiser cette gestion des ressources naturelles. Deuxième question, deuxième étude de cas, le Centre de la recherche phylogénétique de 93 à présent. C'est ça la partie espagnole de ce mouvement beaucoup plus large, plus répandu. Vous avez peut-être entendu dire de ces banques de graines contre la perte de la biodiversité. Ils sont dans l'Arctique pour préserver la diversité de notre graine, de nos produits agricoles pour l'avenir, contre le changement climatique. Ce qui cette étude de cas souligne, c'est cette idée qu'on a commencé à voir la crise de la biodiversité en des termes de la disparition, le danger de voir disparaître quelque chose. Donc ça a pris une sorte en anglais c'est endangerment sensibility, ce sentiment d'être confronté, de faire face à ce risque de perdre quelque chose. Et ça, on croit que ça a réencadré, je dirais, cette approche à la biodiversité. Donc maintenant, il ne s'agit pas tout simplement de quantifier et répondre à un problème scientifique, à un problème conceptuel, mais à un besoin senti de nous protéger de cette sentiment de danger. Et on peut le voir, c'est assez frappant quand on voit ce que ces organisations de protection des graines ont décrit autour de leur propre boulot. Oui, ils ont dit, mais oui, c'est une catastrophe. On veut garder pour l'avenir de l'humanité contre ce danger de perte. Et enfin, chez le monde d'affaires, j'ai peut-être entendu dire de ce projet Natura 2000, projet européen pour protéger. C'est une sorte de biodiversity hotspot en Europe pour protéger des différents endroits. Ça, c'est heurté à une zone où il y avait des producteurs de riz en Espagne. Et donc, il y a même maintenant, pour ajouter une autre couche d'implication, il n'y a pas seulement la protection de la biodiversité et les entreprises agricoles, mais maintenant il y a une entreprise agricole, des producteurs de riz qui est gérée par des ornithologues. Donc, il y a même l'implication des acteurs dans l'espace de la biodiversité, dans la gestion de ces ressources naturelles, mais du côté d'affaires, du monde de vrai business. Et donc c'est ça, je crois, parmi les 3 études de cas, s'il mène à bien avec, il faut toujours, s'appuyer sur, ce qu'on trouve dans les archives en Espagne, mais,
je crois que ça va illuminer vraiment les différentes manières dans lesquelles on a vu ces implications de ce concept quittant la communauté scientifique. Il y a des acteurs scientifiques, mais il y a des acteurs scientifiques au moins toujours en dialogue avec quelqu'un d'autre. Et c'est exactement cette vulgarisation, mais pas seulement vulgarisation, parce que ce concept doit avoir une vie hors la science. C'est cette circulation que j'aimerais mieux comprendre. OK. Simon, merci à tout le monde. Merci à tous et tous d'être venus à distance ou jusqu'ici. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.